Élie la Guédaille disait « Il ne faudrait pas confondre l'optimisme avec nier une réalité qu'on préférerait ne pas voir. » L'IMFC a peut-être gagné 1 point, mais en a aussi perdu 2. Un n'empêche pas l'autre et vice-versa. Ça ne sert à rien de se camper d'un seul côté car les deux existent côte à côte. Vous entrez dans le podcast BBN. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bon lundi tout le monde, gros lundi, Jeff qui est là avec vous pour le podcast BBN. Reprend la barre donc de ça pour encore une belle autre semaine qui se prépare. Une semaine qui, encore une fois, sera bien remplie parce qu'il y a beaucoup d'activités à l'affiche de l'Impact, principalement en début de semaine. Hein. Fin de la semaine va être plus relax, mais là, on a joué samedi, on rejoue mardi, donc entre les deux, ça nous laisse très peu de temps pour regarder tout ça, mais on va faire le tour. On va prendre le temps de faire le tour. Êtes-vous content ou fâché de la performance de l'Impact et de la tenue de l'Impact de Montréal samedi dernier? Moi, je vous dirais qu'aux couleurs de l'Impact, je suis venu bleu. J'ai viré au blanc et finalement, je voyais tout noir, mais à 78% quand même. Vous êtes content des résultats obtenus par l'Impact de Montréal qui fait donc un match nul face au FC Dallas. Moi, sincèrement, je trouve qu'on se contente de très peu vu l'allure du match. Donc, si l'Impact tire de l'arrière 2-0, qu'on revient, je prends la nulle. Vous m'entendez même pas chialer. Je prends nul, c'est terminé. Merci, bonsoir. On plie les bagages. Mais dans la situation actuelle, avec le cours du match, oui, c'est 1 point à Dallas. Oui, c'est un territoire hostile. Non, on n'en a pas fait souvent des points là-bas. Et, tu sais, il y en a des points positifs. C'est une nulle avant le match de demain, donc on ne voulait pas se faire sortir non plus pour pouvoir finalement entamer le match de demain avec une certaine confiance. Il n'y a pas eu de grosses blessures lors de cette rencontre-là, donc on est vraiment content d'avoir sauvé l'ensemble du groupe. On a mené pendant plus de 80 minutes. Et ça, je pense que c'est très positif aussi. Par contre, dans les côtés un petit peu plus sombres de cette rencontre-là, on a perdu un coussin de 2-0. On a perdu également dans le temps ajouté. Et ça, on en a parlé, gang, toute la saison dernière. Et si le podcast aurait commencé avant, ben on en aurait parlé l'autre saison d'avant puis l'autre saison d'avant. C'est fréquent et on ne retient rien du côté de l'Impact de Montréal. Oui, je suis prêt à concéder qu'on a un nouvel entraîneur-chef, qu'on a un nouveau schéma tactique, qu'il faut s'adapter. Mais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter aussi d'être heureux dans la médiocrité. Et il faut trouver des solutions, comprenez-vous? L'effectif, elle demeure. Oui, on a amené un nouvel entraîneur-chef en Thierry Henry, qui a une vision différente de celle de Rémi Garde, qui a une vision différente des autres entraîneurs-chefs qui ont passé derrière le banc de l'Impact de Montréal. Mais collectivement, les joueurs sur le terrain n'ont pas juste joué 3 matchs ensemble. Et de ne pas être capable de mettre le couvert sur une avance de 2-0 et de laisser filer un match en fin de rencontre. L'Impact nous a fait le coup souvent dans le passé. Et comme je vous dis, c'est pas les occasions qui... Il y en a eu tout le temps, des matchs qu'on a échappés. Là, il y en a eu tout au long de la saison dernière, l'autre d'avant, nommez-les. On n'est pas capable, chez l'Impact de Montréal, de mettre le couvercle sur une avance de 2-0. Et ça, c'est pas normal.
c'est pas normal. Et comment que vous me diriez qu'un nouvel entraîneur-chef, je suis capable de vous le donner, mais par contre, il faut que le groupe, autant individuellement, et c'est ce qui va transparaître, c'est ce qui va transpirer sur le collectif, faut trouver des solutions. Parce que le collectif est là, est en place. Puis oui, on a fait 1 ou 2 ajouts. Il y a 1 ou 2 joueurs qui sont sortis. Mais c'est pas pire qu'un sub qui rentre à titre de titulaire, un titulaire qui sort à titre de sub, comprenez-vous. Du mouvement de personnel, il y en a à tous les matchs. C'est des joueurs professionnels. C'est des joueurs qui devraient normalement être en mesure, malgré tout, là, de s'adapter à la rencontre. Et ça, sincèrement, je commence à en avoir ma soupe des contre-performances de l'Impact de Montréal en fin de rencontre. Avant le match, et ça revient énormément sur les réseaux sociaux, avant le match, tu me mets un contrat, Jeff, tu signes-tu en bas si je te donne une nulle? À Dallas, oui, je le signe. Parce que ça fait 4 ans qu'on ne ramasse pas un fichu point là-bas. C'est Andrew qui avait été le dernier marqueur de l'Impact de Montréal. Je le prends, c'est sûr. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Mais par contre, je vais être franc avec vous, avec l'allure du match, si on me dit à 80 minutes, tu mènes 2-0, tu me signes-tu une nulle, il m'a dit, hein, garde-les ton papier, comprends-tu? On aurait dû finir ce match-là malgré la contre-performance de l'Impact dans cette rencontre-là. Pourquoi je vous parle de contre-performance? Et l'Impact a joué... la semaine dernière, je vous parlais que l'Impact doit créer sa chance, doit créer ses occasions. Mais c'est exactement ce qu'on a fait. Maxi Urruti l'a mis 2 fois dedans. Mais si on regarde les éléments clés de la rencontre, 17-7 les tirs, on se fait sortir. 5-2 les tirs cadrés, on se fait sortir. Mais 2 tirs cadrés, ça nous donne 2 buts. 9-2 les corners, encore une fois, on se fait sortir. 38-7 les centres. 38-7 les centres. 60-40 la possession. C'est à l'image de ce qu'on a depuis le début de la saison. Donc, est-ce que je suis content au niveau comptable de ramasser un point à Dallas? Je suis vraiment heureux de l'opération comptable. Mais de la façon qu'on l'a fait, je suis vraiment amer de cette performance-là. Donc, un peu à l'image, et j'ai ouvert avec ça aujourd'hui, un peu à l'image de ce que Élie avait partagé sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il ne faudrait pas confondre l'optimisme avec nier une réalité qu'on préférerait ne pas voir. Et moi, je l'interprète, et j'ai même pas parlé avec Élie là-dessus, mais je l'interprète de cette façon-là. C'est que la réalité qu'on veut pas nier, qu'on ne peut pas nier ou qu'on préférerait ne pas voir, c'est que le 11 montréalais n'est pas capable de mettre le couvert sur un match où il a l'avance 2-0 après 80 minutes de jeu. L'Impact a peut-être gagné 1 point, mais il en a perdu 2. Donc ça, c'est exactement le point que je défends présentement. Moi, je pense que l'Impact, sincèrement, n'a pas gagné 1 point. L'Impact n'a échappé 2 et il faut trouver rapidement une solution à clore les matchs parce qu'on a vraiment de la misère. Ça ne sert à rien de se camper d'un seul côté car les deux existent. Donc, est-ce que je suis content de l'opération comptable? Oui, je suis content. Est-ce que je suis content de la façon qu'on est arrivé à mettre la main sur ce point-là? Vraiment pas. Dans le match, si on rentre en détail et quelques performances individuelles, Anthony Jackson, Hamel, on n'a pas le choix de s'en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec le bombardier? Est-ce qu'on le met sur le 11? 5% sur Twitter, donc au sondage. Est-ce qu'on le laisse sur le 11? Vous répondez oui à 5%.
sincèrement, soit que vous êtes un boat, soit que vous n'avez pas vu la même game que moi. Mais Anthony Jackson-Hamel, clairement, on ne peut pas le laisser sur le boat. Est-ce qu'on le met sur le marché? 61% d'entre vous sont prêts à laisser partir Anthony Jackson-Hamel. Moi, je vous trouve un peu dur là-dessus parce que c'est sûr que la MLS a progressé et peut-être que Anthony Jackson-Hamel n'a pas progressé au même niveau ou du moins avec la même rapidité. On a trouvé Anthony Jackson-Hamel 50 millions de raisons pour ne pas être efficace sur le terrain. Donc, je peux comprendre un peu le fait que certains partisans soient blasés des contre-performances d'Anthony Jackson-Hamel. 34% des répondants à notre sondage sur Twitter disent « Moi, je pense qu'on peut le laisser sur le 18 ». Et moi, c'est dans ce sens-là que j'abonde. Je pense sincèrement qu'Anthony Jackson-Hamel est un sub qui peut fournir, en cas de besoin, un excellent 20 minutes en fin de rencontre. C'est ce qu'il nous a démontré dans le passé, c'est ce qui nous montre qu'il peut produire et jusqu'à preuve du contraire, Anthony Jackson-Hamel n'est pas en mesure de livrer une performance à la hauteur de ce qu'on attend en MLS sur plus de 20 minutes de jeu. Donc, Anthony Jackson-Hamel, moi, je le laisse dans le 18, mais en cas de besoin seulement, un 20 minutes en fin de match. On ne peut pas se parler également, si on analyse cette rencontre-là, on ne peut pas se parler de Maxi Urruti. On ne peut pas se parler plutôt de Maxi Urruti. Très heureux des performances de Maxi qui semble vouloir éclore clairement beaucoup mieux dans une position un petit peu plus décalée sur la droite que plein axe. Je pense qu'il est en train de vraiment libérer le potentiel qu'on avait vu en lui lors de sa venue chez l'Impact de Montréal. Donc moi, je pense qu'on s'en va dans le bon sens avec Maxi. Le seul point, je trouve ça dommage aussi, là, soit dit en passant, qu'il ne fasse pas partie des 18 joueurs de la MLS pour la semaine 2. Il faut comprendre qu'avec quand même 2 buts, c'est sûr que c'était pas un gros match pour l'Impact, hein, et j'en reviens là-dessus. C'était pas un grand match, c'est pas un match qui va passer à l'histoire, mais Maxi prend quand même, là, somme toute, la tête des buteurs dans la ligue et sortir de là avec 2 buts, c'est 100% de réussite. Hein? On a 2 tirs cadrés, on a 2 buts. Donc, on a été efficace à 100%. Moi, ce qui me fait peur et ce qui me trouble un peu dans les performances de début de saison, et je vous en ai lâché une bride là, via les réseaux sociaux en fin de semaine. Il faudrait faire attention de ne pas avoir... Hein, on a souvent parlé la saison dernière de la fameuse Nacho-dépendance. Il ne faudrait pas faire pareil avec Maxi Urruti et avoir une maxi-dépendance en cours de saison. Donc moi, ce qui me trouble, c'est que si on enlève de l'alignement Maxi, on se ramasse avec une nulle et une défaite, hein, de plus à notre fiche. Donc samedi, on perd 0-2 et on fait une nulle face aux Revs si Maxi apporte pas de contribution offensive dans cette rencontre-là. Vous me direz qu'il y en a peut-être qui auraient pris le lead si Maxi n'était pas là, mais sincèrement, si on regarde les performances sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui aurait pu prendre le lead dans ces rencontres-là. Donc, faudra faire attention à ça. Moi, je pense qu'on doit répartir beaucoup plus équitablement la production offensive du club sur les forces. Puis on en a des bons joueurs. Hein? On a Kyoto qui est capable de la mettre dedans. On a Okonkwo qui est capable. Boyan, de plus en plus, là, je le vois plus comme un fabricant de jeu qu'un marqueur né. Mais il est capable d'apporter sa contribution, j'en suis persuadé. Donc, on en a des joueurs qui sont capables de produire, mais doivent peut-être se rebâtir une confiance et réussir à trouver là, le fond du filet
une fois ou deux, question de vraiment les lancer, mais il faut faire attention à cette maxi-dépendance-là parce que, tu sais, on ne se fera pas de cachette, gang. Maxi Urruti, présentement, est sur un pace de 50-60 buts cette année en parcours MLS. Entre vous et moi, on a chialé toute la saison dernière sur l'incapacité de Urruti de trouver le fond du filet et de produire. Est-ce que vraiment le numéro 37 va maintenir ce pace-là toute la saison? Hein? On se fera pas de cachette, là. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va se freiner. Et j'aimerais ça, une production stable de Maxi Urruti, mais on se fera pas de cachette, gang. Il n'en mettra pas 2 à tous les matchs. Ça, c'est certain, c'est clair, c'est indéniable. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un sur le 11 qui se lève et qui dise « OK, présent, je prends le relais. » Comprenez-vous? Parce que sinon, là, si on attend que et qu'on compte que sur les performances de Maxi Urruti pour connaître du succès, on va être dans le trouble tantôt. Donc, il faudra faire attention à ça. Un autre point que je veux revenir, encore une fois, performance individuelle, c'est Samuel Piette. On a énormément critiqué le jeu depuis les 3 premiers matchs. Donc, je parle des 2 face au Deportivo Saprissa ainsi que celui contre les Revs. On a fait beaucoup de reproches à Samuel Piette. Très peu de commentaires en fin de semaine sur la tenue de Sam. Alors, je pense que c'est bon signe. Si on ne l'a pas tant critiqué, si on ne l'a pas tant vu ressortir, vu mal paraître, mais je pense que sincèrement, c'est que les choses se placent tranquillement pas vite pour Samuel Piette. Mais on critique, c'est quoi qu'on critique? C'est le jeu vers l'avant de Samuel Piette, c'est sa relance, sa prise de décision sur la relance offensive et l'animation offensive. Mais clairement, je pense que l'impact de Montréal, malgré tout, si on regarde ça froidement, n'a pas les moyens présentement, et ça va dépendre, là, c'est à tout égard avec les ajouts qu'on va faire en cours de saison, mais l'impact de Montréal n'a pas les moyens présentement de se passer des services d'un Samuel Piette au niveau de la récupération, et c'est un stoppeur incroyable quand même pour le jeu. Donc, on reproche souvent le fait qu'il joue par l'arrière plutôt que par l'avant. Moi, je pense que c'est une adaptation qui est en cours, qui est en route pour le capitaine Samuel Piette présentement. Donc, il faut trouver un moyen de bien faire sortir Samuel Piette. Moi, je pense que tranquillement, pas vite, l'ajout de profondeur au sein de l'équipe, avec la venue d'un Wanyama, avec la venue d'un Maciel, c'est tous des éléments qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de donner un peu d'espace, un peu de temps et un peu d'options également à Samuel Piette pour qu'il offre quelque chose de plus vers l'avant. Donc, au niveau de la récupération, au niveau de son rôle de stopper, moi, je pense que Samuel fait le travail. C'est vraiment sur la relance, sur le jeu qu'on avait des critiques à faire, mais en fin de semaine, j'en ai pas trop vu passer, donc j'imagine que overall, vous êtes pas si pire. Avec tout ça, l'autre point que j'avais à critiquer samedi, et là je fais mon mea culpa, c'est le fameux temps ajouté. J'étais en beau, hein, vous comprenez, parce qu'on a mis 7 minutes qui, selon moi, étaient injustifiées à cette rencontre-là. Et je comparais avec la blessure du côté de DC United où il n'y avait même pas eu ça, je pense, au cours de la demi. De rajouter. Mais si je regarde, on est rendu lundi, j'ai décanté, j'ai regardé ce qui s'est passé ailleurs. Je prends par exemple un match DC United face à Miami. On a ajouté un 8 minutes. LA Galaxy Vancouver, on a ajouté un 8 minutes. J'ai vu passer beaucoup de 6, beaucoup de 7. Donc je pense que clairement, il y avait un message de la MLS à l'effet qu'il faut ajouter du temps au match. Du moins en fin de semaine, là, drôle d'adon, là, mais presque tous les matchs se sont vus
bonifié d'un 6-7, voire d'un 8 minutes dans certains cas. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette tendance-là. Est-ce que c'est une tangente qu'on veut donner au match de la MLS? Mais par contre, il faut faire attention. Hein. Les gars courent sur le terrain 90 minutes de temps. Les muscles sont tendus, sont raides. Et les gars, souvent, on le voit, hein, à partir de la 80e minute, oui, on cherche à étirer le temps selon le tableau indicateur, mais quand même, on voit apparaître des crampes en fin de match. On voit des joueurs se blesser sur des chutes qui ont l'air bénignes. Donc, il faut juste faire attention à la protection des joueurs et des athlètes. Parce que de se faire sortir un joueur sur blessure quand ça fait 6-7 minutes que le match est prolongé, que finalement, là, on en joue 8, on en joue 9, c'est d'un dommage de voir ça. C'est plate pour l'athlète et ça donne pas vraiment plus de spectacle. Si c'était l'intention de la MLS, ça donne pas vraiment plus de spectacle parce que souvent, ça va être du garbage parce qu'on veut étirer le temps. L'équipe en avance va maintenir le ballon, le gardien de but va se coucher sur un arrêt anodin et un arrêt de routine, va se coucher sur le ballon 2-3 minutes, va relancer. On va avoir une touche, on va changer 2-3 fois le joueur qui prend la touche. Donc, tu sais, on les connaît tous, les trucs, là, mais ça donne même pas du beau soccer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça, le temps ajouté, les 6, 7, 8 minutes. C'est sûr que ça a coûté le match à l'Impact, mais encore une fois, moi je pense que l'Impact de Montréal aurait dû clore le match bien avant ça et on aurait dû être en mesure de sortir de Dallas avec la victoire. Maintenant, je veux qu'on s'arrête sur CD Olympia. C'est le grand match demain. Et on est rendu là. Donc, déjà, court laps entre le match de samedi et celui de demain. On aurait tous aimé que le match soit mercredi, mais que voulez-vous? Des fois, il y a des choses qu'on contrôle. Pour le reste, non, c'est pas pour le reste, on n'a pas trop de contrôle et c'est un peu ce qui s'est passé là-dedans. Décision de la CONCACAF, donc de mettre le match mardi. Alors, on affrontera CD Olympia. À quoi s'attendre de l'adversaire? Moi, je pense qu'on va avoir un 4-4-2 à plat. C'est sûr que Arboleda est absent pour cette rencontre. En tout cas, c'est l'information là, qui sort et qui tente d'être validée. On ne devrait pas voir Arboleda dans ce premier duel, finalement, d'un aller-retour face au CD Olympia, quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Mais selon moi, et tantôt je parlais sur Twitter avant d'entrer avec vous dans le podcast, je parlais avec des gens, on disait, d'après moi, ils vont jouer un petit peu plus défensif. Moi, sincèrement, là, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé à venir jusqu'à maintenant, moi je pense que c'est un club qui est assez unidimensionnel. Donc ça m'étonnerait qu'on sorte du 4-4-2 dans le cas du CD Olympia. Alors, c'est quoi la réplique de l'Impact de Montréal? C'est quoi la réplique que l'Impact, la riposte qu'on doit offrir à CD Olympia? Moi, je pense sincèrement qu'on doit y aller avec un 4-3-3. La force, c'est le 4-3-3. Le 3 du milieu devient très important où Taider devient la pièce maîtresse de ce jeu-là parce que c'est lui qui peut faire la transition en avant. Et on a 3 joueurs capables de jouer le centre. Je le sais, il y en a plein qui vont me le dire. Puis là, vous allez écouter le podcast puis vous allez me le renvoyer. Jeff, on l'a essayé le 4-3-3, ça marche pas. Ça marche pas avec des blessures. Ça marche pas avec... faut que tu composes ton schéma tactique selon tes ressources. Je suis capable de le comprendre, je suis assez intelligent, faites-vous-en pas. Mais là, on a un Taider, on a un Piet, un Wanyama qui est capable d'aller forger ce 3-là au centre. On a des blessures en défensive, donc
d'aligner 4 défenseurs au lieu de 5, c'est peut-être un gain également en fin de match parce qu'on le dit, il faut trouver le moyen de clore le match. De rentrer des jambes fraîches au niveau de la défensive, d'avoir un défenseur solide prêt. Et je ne veux pas dire que les gars sont pas là, sont pas prêts à jouer 90 minutes. Si je regarde d'un bout à l'autre, Corrales, Binks, Waterman, Broguillard, Fanny sont tous là. Mais si, par exemple, on décide de laisser un Waterman sur le banc pour le match de demain et qu'on le rentre en super sub, bien moi, je pense que la décision, elle est plus que logique et on gagne en profondeur. On a une belle pointe également avec un Kyoto, un Okonkwo, un Uruti, et ça nous laisse des armes pour avoir quelques changements, quelques ressources à notre disposition en fin de match pour apporter des ajustements. Donc, moi, je pense que le 4-3-3 ferait une force de frappe assez intéressante pour la troupe de Thierry Henry demain. On vise le 2-0. Moi, je pense que l'objectif de l'Impact de Montréal demain est de sortir du stade olympique avec un différentiel positif. Donc, je vise le 2-0. Tant que c'est positif, je suis content. Mais ce que moi, j'aimerais, c'est qu'on sorte du stade olympique demain avec un 2-0, 2 buts d'avance. Tu n'as rien concédé à l'adversaire sur le territoire ennemi. Moi, je pense que c'est la situation ou le portrait idéal pour les hommes de Thierry Henry demain. Ben, c'est le 2-0. Et sur le sondage Twitter, à 95%, 96% peut-être des grenailles, vous visez le bon différentiel. Alors, c'est ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut être capable de mettre le couvercle sur le jeu, de fermer ce match-là. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'en 4-3-3, on joue le contre et on y va là, dès que c'est possible. On essaie de frapper tôt en début de rencontre. Les 20 premières minutes, encore une fois, vont être très déterminantes dans cette rencontre-là. Moi, je pense qu'on prend les devants rapidement dans le match. On a un Wanyama dans le 11. On a un Waterman en sub et c'est excellent. Si on y va en 4-3-3. Maciel, on sait qu'il sera disponible pour le match de demain. Moi, personnellement, et rien à voir avec le fait qu'il ne soit pas au niveau ou que je pense qu'il ne soit pas au niveau, mais Maciel demain, je l'aligne sur le banc. Je le mets dans le 18, mais par contre, je le laisse sur le banc, donc il ne sera pas titularisé à mes yeux, à moi, pour la rencontre face au CD Olympia. Il faut trouver un moyen de sortir de ce match-là et je pense que de garder des éléments positifs, frais, en place. Donc, si tu as un Waterman sur le banc, tu as un Maciel sur le banc, tu as un Boyan, je ne sais pas s'il sera disponible, ce n'est pas encore clair au moment où on se parle, mais bref, on a des ressources là. Et les derniers moves de l'Impact, puis j'ai peut-être l'air de chialer depuis les 25 dernières minutes, là, mais les derniers moves de l'Impact et d'Olivier Renard abondent dans le bon sens. Là. On rajoute des éléments pour aller chercher des gains et de la profondeur. Donc ça, moi, j'aime ça énormément. Comment réduire les centres? Moi, je pense que c'est la clé demain. On a concédé énormément de centres. Et je le sais que ça commence à se plaindre sur Twitter. Le côté de Corrales, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je pense que, sans dire que c'est plus difficile à gauche qu'à droite, je pense que ça vient de partout. Là. Si on regarde les statistiques vraiment en détail, il y a quoi? Il y a peut-être 2 centres de plus du côté gauche que du côté droit. C'est sûr que c'est 2 buts, par exemple. On ne se le cachera pas. Il y a 2 centres de plus, il y a 2 buts de plus. Ça fait mal. C'est ces 2 centres qui font mal, mais je pense que, somme toute, il faut trouver le moyen de bloquer le plus possible ça. Et dans le 4-3-3, là, on peut le faire
beaucoup mieux parce qu'on va demander aux joueurs extérieurs de jouer sur leurs pieds extérieurs, comprenez-vous. Donc, on va toujours longer le couloir et être facilement d'aplomb pour récupérer le ballon. Et sinon, ben, qu'on joue en 4-4-2 et couverture homme à homme parce que le but, clairement, c'est de ne pas concéder le match et c'est d'aller chercher un différentiel. Donc, en phase défensive, mets-toi homme à homme, protège sur les latéraux de l'autre côté, les gars qui jouent dans le couloir, protège le pied fort pour empêcher finalement qu'il y ait un centre qui se prenne. Donc, si on a une couverture très, très, très rapide, homme à homme, et qu'on protège le pied fort, ben c'est sûr qu'on empêche beaucoup de centres, mais c'est peut-être pas la force non plus d'un club comme Olympia. Donc, il faudra juste voir c'est quoi la décision qui, en bout de ligne, même si on spécule et qu'on en jase pendant 45 minutes, reviendra à Thierry Henry. Mais il faut trouver le moyen de réduire les centres. L'autre point, je veux qu'on parle, et je termine avec ça ce soir, c'est le reste de la semaine. Demain, on va être en podcast, encore une fois. On est là du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Vous comprendrez que demain, c'est jour de match. Donc, ça se peut qu'on triche, ça se peut que je ne sois pas en direct, ça se peut que ça soit un après-match où c'est dur à dire parce que avec la physionomie de la journée de demain, c'est difficile pour moi d'enregistrer un après-match, vous comprendrez. Alors, si j'enregistre un avant-match, en tout cas, on va regarder. Demain, on va peut-être carrément parler d'autre chose. Mais mercredi, tour de la MLS. Jeudi, notre profil de joueur. Et vendredi, normalement, on met la table pour ce qui se passe dans la MLS en fin de semaine. Mais comme c'est congé pour l'Impact, je veux qu'on en profite pour se parler de l'interne et du développement des joueurs. Tantôt, je critiquais la performance d'Anthony Jackson-Hamel. Mais le tasser, selon moi, c'est un produit de l'intérieur quand même, de l'Impact. Et de tasser Anthony Jackson-Hamel, c'est comme de mettre un plaster sur un problème qui est beaucoup plus gros que juste la performance d'Anthony Jackson-Hamel. Si on regarde les derniers joueurs de l'Impact qui proviennent de son intérieur, de l'épicentre de l'Impact, c'est dur, hein? C'est-tu moi ou, tu sais, je regarde un Balou Tabla, je regarde voyons, Anthony Jackson-Hamel, je regarde également un Chouanière. Je ne sais pas si on a une place, sur le 11, sur le 18 pour ces joueurs-là qui proviennent tous de l'interne de l'Impact de Montréal. Donc, c'est quoi le problème? C'est-tu le développement qu'on fait de nos joueurs? C'est-tu la technique? C'est-tu le psychologique qui n'est pas là? C'est-tu la préparation physique? Je vous demandais sur les réseaux sociaux, quel club, selon vous, overall, là, peu importe la ligue, peu importe l'endroit dans le monde, le club le plus formateur, le meilleur pour développer son produit intérieur brut? Et c'est l'Ajax qui sort du lot énormément. Donc, est-ce qu'on peut emprunter tout ça? Est-ce qu'on peut regarder puis gratter un peu ce qu'il donne? Donc, il faudrait voir. Steve Normandin, en terminant, nous dit « Le terrain nous donne beaucoup d'avantages. On maîtrise la surface. » Je vous ai dit, face à Deportivo Saprissa, qu'il n'y avait pas un gros avantage à prendre le terrain du stade olympique. Parce que c'était un premier match pour nous autres là-bas aussi. On avait eu plus ou moins de préparation. Là, l'Impact débarque demain soir sur le terrain du stade olympique. On a deux matchs d'un jambes de fait sur la surface. Et comprenez-vous qu'il y a de quoi de bien
à faire là-bas. Parce que là, oui, je pense qu'on peut tirer un peu un avantage. Parce que là, on s'est entraîné dessus. On a joué dessus un match, un vrai match. Là. Pas une pratique 11 contre 11 avec juste des joueurs de l'Impact où on ne se donne pas trop de contact, il n'y a pas trop d'intensité. On a joué des matchs importants. Donc, on est capable de filer le terrain, comprenez-vous? Donc ça, demain, c'est à l'avantage de l'Impact, effectivement. Et pour ce qui est du podcast de vendredi, Tino Steve, qui nous dit qu'il n'y a pas de poste académique. Donc, il faudra voir. On va s'en reparler vendredi du développement, justement, que fait l'Impact avec ces jeunes. Merci, Steve, d'être venu avec nous dans la chatroom. Vous pourrez faire pareil tout au long de la semaine, hein, dès qu'on met en ligne le podcast sur Twitter, bien, vu qu'on est en direct, vous êtes capable de venir intervenir avec moi et de me lancer des messages dans la chatroom. Ça va me faire un plaisir de prendre vos messages en direct. Donc là-dessus, je tire la plug et on se donne rendez-vous demain, mardi, 20h, pour un nouveau podcast qui ne sera pas malheureusement, désolé, en direct. Demain, tous au stade, c'est l'Impact, victoire de 2-0 et j'espère sincèrement que ce ne sera pas 2 buts de Maxi Urruti. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.